Comment est né Popeye? D'où est né Popeye? Explique-nous un peu Euh, les environs de la naissance de Popeye. alors, comment est né Popeye? De pas mal de choses. Euh, En particulier d'un événement biographique assez simple, qui est ma mère est morte. Du coup, ça, c'est le départ de tout bon roman de Fils de Pied Noir, ça c'est sûr. Et donc, elle était morte dans un crématorium un peu lugubre du Mans. Il y avait une sorte de scandale pour moi. Est-ce que cette femme qui était née en Algérie, dans une sorte de pays somptueux, meurt se fasse incinérer dans la banlieue du Mans? Et donc, du coup, je m'étais dit qu'il fallait que je trouve un moyen de la réenterrer ailleurs. Et j'ai profité du fait justement de prendre 2 années sabbatiques que m'octroyait précisément de cette espèce d'héritage familial là, pour essayer de trouver une façon de la réenterrer dans des conditions meilleures, qui soient plus adéquates à son statut. Le problème dès le départ de ce projet, c'était que ma mère étant donc pied noir algérienne, je m'étais dit que son désir le plus profond, ça aurait été d'être enterrée évidemment à Birkadem, là où elle était née, là où elle avait vécu jusqu'à ses 20 ans, mais que j'avais aucune envie de retourner vivre avec ma mère en Algérie, que c'était pas un projet envisageable aujourd'hui en termes post-coloniaux clairs, ça me paraissait pas envisageable. Et donc j'essayais de dealer dans ma tête un endroit où pouvoir réenterrer ma mère. Or, il se trouve que nous avions grandi petits à Chypre, et du coup je m'étais dit que c'était un bon endroit, Chypre, parce que c'était le même climat, c'était les mêmes types de conflits. Ma mère avait été très heureuse là-bas. Et donc du coup j'ai organisé un voyage de 2 ans autour de l'île de Chypre, entre la Grèce, la Turquie et l'île de Chypre, pour essayer de trouver le bon endroit et le bon moyen de faire cette espèce de cérémonie qui devait être une sorte de cérémonie un peu magique, pour réenterrer ma mère là où elle aurait dû être. Et l'idée de ça, c'était aussi de dire qu'il aurait fallu la réenterrer là où à l'endroit et au moment où elle a été heureuse. Donc c'était non seulement retourner à Chypre, mais retourner à Chypre potentiellement à une époque de bonheur. Et c'est-à-dire pour nous, pour ma famille, c'était 1979. Et du coup est venue l'idée de raconter ça sous un mode qui était auto-science-fictionnel, c'est-à-dire d'essayer de dire comment est-ce que je peux réenterrer ma mère, non seulement à Chypre, mais à Chypre en 1979. Donc il faut que j'arrive à voyager non seulement dans l'espace, mais dans le temps aussi. Et donc est venue progressivement l'idée de créer ce personnage-là de Popeye, qui est donc ce voyageur spatio-temporel qui a comme mission d'aller réenterrer sa mère à Chypre en 1979. Il y a un parallèle il y a une phrase qui est très célèbre de Godard, qui est super, qui dit pourquoi est-ce que ça serait forcément les Israéliens qui auraient droit à la fiction et les Palestiniens au documentaire? Et est-ce qu'il ne faut pas inventer une troisième voie, justement, ou quelque chose comme ça? Et dans ma tête, l'équivalent de ça, c'était de dire les enfants de la bourgeoisie produisent des autofictions, et les enfants du peuple produisent des récits documentaires de leur retour, retour à Reims, et ainsi de suite, quoi. Et donc l'idée, c'était précisément dans mon cas que je ne voulais pas faire un récit documentaire du retour, mais je voulais pas non plus basculer dans une autofiction bourgeoise, on va dire. Et donc du coup c'était essayer de jouer avec ces genres-là, on va dire, mais d'essayer de trouver une autre voie qui correspond, je pense, à ma position aussi, je dirais bêtement sociologique. Et donc j'aimais bien cette idée d'inventer un genre qui corresponde à une situation particulière, quoi. Et donc de ne pas être dans l'obligation du retour à la terre documentaire ou de l'autofiction, mais d'essayer de trouver un genre qui n'existait pas entre les deux, quoi. Donc la SF. Voilà, donc du coup je m'étais dit auto-science-fiction, c'est-à-dire parce que je pouvais pas revenir, de toute façon parce que je pouvais pas revenir, il n'était pas question de revenir à Birkadem en 1962, il n'était pas question de recréer même de façon fictionnelle une Algérie française, ça c'était pas... Donc il fallait dealer avec aussi cette obligation-là, et puis
Et donc il fallait retrouver une autre forme de voyage spatio-temporel, mais qui soit liée quand même néanmoins à une certaine expérience réelle des territoires. Et du coup, pour moi, au sein du voyage spatio-temporel, il y avait quand même le désir réel d'explorer ces terres-là, la Grèce, la Turquie et Chypre en particulier, que la science-fiction du récit permette quand même d'explorer pour autant que ça a un sens, mais des spécificités quand même territoriales un peu fortes, quoi. J'essayais vraiment de trouver le bon endroit. En fin de compte, pour moi, évidemment, parmi les 12 000 références et à mon échelle microscopique, mais un des modèles, évidemment, c'est de retour dans l'île, c'est évidemment l'Odyssée, j'ose à peine le dire. Et donc, du coup, le fait que quand on veut aller quelque part, on n'y arrive pas, quoi, parce qu'on a fâché les dieux, parce qu'il y a quelque chose du projet qui ne fonctionne pas. Donc ça, c'était vraiment un des projets un peu à la base, de dire que Popeye était une sorte de version, justement, encore plus minable d'Ulysse, quoi, il a qu'un œil, c'est Popeye, c'est donc plutôt comme une sorte de polyphème, quoi, comme plutôt un monstre à un œil unique. Mais donc du coup l'idée que quand on veut rentrer quelque part et qu'on doit trouver l'endroit qu'on cherche parce que c'est censé être l'endroit de l'apaisement ou du bonheur où on va trouver la solution, l'idée que avant d'arriver à cet endroit-là, on n'arrête pas de rater, ça me paraissait, c'était une idée dès le départ assez importante. Et l'idée que justement le personnage n'allait pas arrêter d'aller là où il ne voulait pas aller. Et ensuite, de fait, c'est aussi un peu l'expérience, parce que l'expérience de ce livre reproduit l'expérience d'un voyage qui a eu lieu vraiment pendant 2 ans. Et l'expérience réelle de ce voyage, étant donné mon rapport au monde, a été une série une longue série d'accidents divers et variés, et donc jusqu'à Chypre, même à la fin, qui n'est pas du tout l'île que j'avais en tête, pas du tout l'île que j'avais gardée en mémoire. Donc cette idée-là, oui, c'était un type pour moi de modèle de voyage où on sait où on va arriver à la fin, mais en fin de compte, on se prend toutes les portes possibles et imaginables avant d'y arriver, et quand on y arrive, c'est plus du tout l'endroit qu'on avait prévu au départ, quoi. L'idée par rapport à ça, c'était idéalement, et encore une fois à mon échelle, mais c'était un peu d'épuiser tous les types de machines. C'était pas tant d'en avoir une ou d'en avoir deux, mais d'essayer que chaque chapitre, ça soit un voyage et un type de machine à remonter dans le temps. Et donc du coup, dans le cours de l'ouvrage, il essaye un peu tout, le trou, l'armoire, la DeLorean, enfin il essaye tout ce qui a marché. Mais donc en fin de compte, c'était une des idées, c'était une certaine volonté d'épuiser tous les récits possibles de remonter à travers le temps pour que l'échec de l'aventure, ça soit l'échec de toutes les aventures, quoi. Mais de façon du coup alors très plaisante idéalement, parce que justement tout ça c'est la version maquettée, c'est comment est-ce qu'on peut faire une machine à remonter dans le temps. On peut le faire très très rapidement en 2 secondes en reprenant 3 éléments, et puis on bricole une machine, et puis la page suivante ça sera une autre machine, et du coup ça permet une légèreté, une possibilité d'évacuer, de ne pas prendre au sérieux son propre dispositif. Évidemment, le modèle de ça, pour moi et pour tant d'autres, ça serait une littérature à la Cadio, avec Cadio est quand même l'homme qui évacue 12 000 récits possibles à la seconde. Et donc, très très clairement, pour moi, c'est dans cette filiation-là que j'adorerais pouvoir me glisser. C'est-à-dire vraiment, on évacue les idées littéraires, on les condense pour que ça soit, si possible, plus rapide, plus plaisant, plus ludique pour le lecteur. L'enjeu du livre pour moi, c'était quand même aussi de dire que de faire autant possible apparaître beaucoup de monde, quoi, au sens de territoire, de pays, de gens, de façons de faire, et que en fin de compte que l'absence de la mer, ça soit pas. Finalement, je pense que le livre peut être décevant pour beaucoup de gens parce que il dérive de cette accroche maternelle très, on va dire, émotive, très puissante de ce point de vue-là, vers une sorte d'exploration pure de territoire. Et moi, ça m'intéressait aussi de dire que
faire le deuil de sa mère, ça voulait dire visiter le monde, quoi. Ça voulait c'était une façon de faire apparaître pour moi le monde, c'est-à-dire la Grèce, la Turquie, Athènes, Thessalonique, Istanbul, et que sous l'œil absent de la mer, le monde réapparaît, quoi. Et que du coup, c'est une façon pour moi, avant de faire ressusciter la mer de façon glorieuse, c'était beaucoup quand même essayer de faire apparaître le monde avec la mer sur l'épaule, mais justement, il y a un côté, il y a, il y a une façon, une attraction du monde qui devait réapparaître à travers ça, quoi. C'est pas du tout un livre entre moi et maman. Non, Il non, y a, non, mais ça pourrait être très beau aussi, mais entre moi et maman, j'ai essayé de faire en sorte qu'il y ait justement l'ensemble du monde croisé, quoi, l'ensemble des gens, l'ensemble des coutumes, des traditions, et la misère du monde qui est plus vaste que notre misère personnelle, bien sûr. Il y a aussi le Popeye de French Connection, tu sais, qui est le personnage de fiction un peu raté, qui m'intéressait bien, mais en fin de compte, le Popeye, moi, une des choses qui m'a toujours fasciné avec ce personnage, c'est quand on le réentend à l'américaine, c'est-à-dire quand on réentend le Popeye, celui qui n'a qu'un œil, quoi. Et donc c'était vraiment ça, moi, qui m'intéressait dans le personnage, cette sorte de marin usé, d'aventurier usé, et qui n'a plus qu'un œil, qui n'a qu'un œil, quoi. C'est ça et dont l'œil est pop. Et donc ça, c'était une des caractéristiques qui m'intéressait beaucoup par rapport à ce personnage-là. Donc c'est pas tellement des mythologies ou des renvois à des fictions précises qu'une sorte de retravail sur le concept même là, de ce marin qui n'a qu'un œil, quoi. C'était pas mal ça. Et sur Chypre, la division de Chypre, c'est tout à fait. Pour moi, c'était l'idée de départ, c'était l'idée centrale, parce que je pensais qu'il y avait quelque chose entre les Grecs et les Turcs de cet affrontement-là, qui rejouait quelque chose du rapport entre la France et l'Algérie, en fin de compte, et qui avait quelque chose de cet affrontement des mondes, Est-Ouest, Nord-Sud, soi-disant. Mais en cours de voyage, je me suis rendu compte que ces choses-là étaient assez fausses, en fin de compte, que ça marchait pas vraiment, et surtout pas à Chypre, dont la beauté, je pense, c'est vraiment une île qui a tellement été envahie par tout le monde que c'est pas tellement la question. Je pense que la façon de le poser en termes gréco-turcs n'est pas tout à fait pertinente, que c'est plutôt une île qu'il faut percevoir comme l'île qui a toujours été envahie. Et donc du coup, qu'est-ce que c'est une population qui a toujours été, en fin de compte, qui a subi toujours la loi des autres, et comment du coup c'est une population qui a inventé des façons de vivre dans le désastre, je dirais. Et il y a une façon dans Chypre aujourd'hui qui m'intéresse beaucoup, c'est que c'est vraiment des gens qui ont tellement tout le temps été envahis, encore une fois, par tous les peuples autour de la Méditerranée, nombreux et variés, qu'ils ont appris à résister à ça, à se réinventer, quel que soit le mode de gouvernementalité en quelque sorte, et que il y a des modes de résistance qu'on trouve chez eux qui sont vraiment tout à fait singuliers, même s'ils ont maintenant un gouvernement autonome, ils continuent d'avoir cette mentalité-là. Et puis il y a aussi cette nouvelle crise fantastique dont le Chypre est vraiment un des laboratoires, qui est la grande crise climatique. Et quand j'y étais, il y avait vraiment le Chypre est aussi une sorte de laboratoire d'essai sur comment est-ce qu'on va pouvoir survivre à des climats particulièrement violents. Et je n'avais pas anticipé à quel point, pour moi, justement, Chypre, c'était un climat d'enfance, et comment le climat, littéralement, allait être différent quand j'allais y retourner. Et donc, la leçon de l'île que je n'avais pas du tout anticipée, c'est que je trouve que c'est une île qui est en dernière instance une arche, quoi. C'est-à-dire que c'est vraiment une île où on peut attendre les catastrophes, parce que c'est une île qui a toujours connu, qui est une île par ailleurs paradisiaque, qui est par ailleurs magnifique de tous les points de vue du monde, mais qui a aussi toujours été l'objet de convoitises très très violentes, quoi, et de beaucoup de violence. Et aujourd'hui, la crise climatique la frappe quand même aussi assez durement. Et au milieu de tout ça, j'ai l'impression que c'est une île et des gens qui sont toujours capables d'inventer des niches de survie, quoi. C'est toujours des gens qui arrivent à inventer de la joie entre deux portes, vraiment. Et ça, c'est pour moi, ça a été la grande découverte
du voyage qui n'était pas du tout l'idée de départ par rapport à Chypre, où j'étais pas dans le clash des civilisations, mais j'étais dans une idée assez stupide de Grèce-Turquie, alors que la beauté de Chypre est pas du tout de cet ordre-là, quoi. Elle est plutôt d'un génie de l'invention, quelque chose qui serait plutôt du côté des maîtres fous de Jean Rouch ou quelque chose comme ça, quoi. Une façon de se réinventer, quelle que soit la catastrophe, qu'elle soit coloniale ou climatique. Qu'elles soient anciennes ou nouvelles, c'est des gens dont on a l'impression qu'ils arriveront toujours à trouver une façon de s'en sortir.